Bonjour, merci beaucoup Alexandra, merci d'être venue pour écouter mon petit blabla ce matin. Donc moi je suis Sébastien Arsac, je suis effectivement petit-fils d'éleveurs d'un côté de mes parents grands-parents maternels et maquignon et boucher du côté de mes grands-parents paternels. Ensuite mes parents, ma maman était dans le secrétariat, mon père instituteur, et j'ai une formation un peu scientifique dans les mathématiques. Puis j'ai passé le concours de professeur des écoles. Et puis à un moment donné, j'ai eu on va dire, un espèce de déclic. Et j'ai considéré qu'il y avait un sujet intéressant sur la question des animaux. Et qui, du coup, prend aujourd'hui 100% de mon temps. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu d'où je viens. Et cette première slide, on va dire, c'est un peu symbolique. C'est une page de la bande dessinée Le Lama Blanc de Jorodowski, qui est une histoire d'un moine, une espèce de fresque bouddhiste un peu, je ne suis pas bouddhiste, mais qui est une bande dessinée qui a été à l'origine de mon déclic. C'est-à-dire c'est en lisant cette bande dessinée, en mangeant du lard sur mon canapé chez moi, que j'ai décidé un jour d'arrêter de manger les animaux. Et il y a une petite case en bas à gauche. Donc un petit zoom ici, et c'est ce moine qui est mis à l'épreuve dans un monastère où il arrive, et des moines un peu véreux qui le mettent à l'épreuve et qui lui demandent de rester pendant deux nuits à l'extérieur. Donc c'est dans les chaînes de l'Himalaya, il fait froid, et ils le mettent à l'épreuve. Avant de l'accueillir, il faut qu'il reste pendant 2 nuits à l'extérieur. Voilà. Et il dit et il voit passer des moines qui transportent sur leur épaule une espèce de quelque chose, un poids qui est couvert par un tissu. Il y a une bourrasque devant, le tissu s'envole, et là il voit une carcasse de cochon mort. Et il dit que sont froid et douleur comparés aux affres que connaissent ceux qu'on sacrifie au bon plaisir des autres. Et ça m'a fait réaliser qu'il y avait des civilisations qui ne consommaient pas d'animaux. Et j'ai trouvé que, je pense que c'est en faisant ce pas d'écart dans le temps et dans l'espace que j'ai eu ce déclic. J'étais un peu contre la corrida, contre la chasse. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ma démarche. Et peut-être que je voulais me prendre pour un saint aussi, peut-être. L'explication est peut-être plus basique que ça. Bref. Alors, comme le thème, c'est la compassion, je me suis dit, est-ce que les animaux... Alors, les animaux, bien sûr, nous sommes des animaux. Nous sommes des primates, mais on a l'habitude d'utiliser le mot « animaux » pour désigner les autres animaux, qui ne sont pas des humains. Souvent, nous, on parle des animaux non humains, mais voilà, on va simplifier. Et les animaux méritent-ils notre compassion? Alors, je pourrais arrêter ma présentation ici, je pense, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, je suis allé voir la définition du mot « compassion ». Et je ne savais pas, en fait. Et donc, ça vient du latin, a priori, d'après Wikipédia, auquel j'ai beaucoup confiance. Cum patior, je souffre avec. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. C'est donc la capacité d'un individu à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et qui est poussé à y remédier. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a notamment la question de la souffrance d'autrui. Alors aujourd'hui, pour les animaux, je pense qu'il y a une espèce de consensus que les animaux, les autres animaux, et encore, il faudrait évidemment regarder parce qu'entre des protozoaires et des primates, et voilà, il y a plein de... C'est très vaste, mais on va dire les animaux, les mammifères, les oiseaux qu'on connaît bien. Il y a aujourd'hui un consensus pour dire qu'ils ont la capacité de souffrir et d'avoir des émotions. Mais il y a quand même quelque chose qui va au-delà de la question de souffrir, de la douleur. Il y a la question de la conscience, il y a la question des états émotionnels, il y a la question de l'empathie aussi. Est-ce que les animaux sont capables d'empathie? Quels animaux? Peut-être pas tous les animaux. Il y a les questions des limites. Et donc il y a une science, aujourd'hui la science peut nous aider beaucoup et nous apporte aujourd'hui un éclairage très différent. Et cette science, c'est l'éthologie cognitive, qui est assez récente, qui est un domaine scientifique donc qui associe éthologie, donc comportement des animaux, et psychologie, donc qui étudie les facultés cognitives des animaux. Et avec cette science, s'est développé quelque chose qu'on appelle la mentophobie, c'est-à-dire c'est un concept qui a été
évoquée par Donald Griffin, qui est justement le fondateur de l'éthologie cognitive, et qui donc explique qu'en même temps qu'on découvre aujourd'hui des choses sur les performances, sur le monde mental des animaux, il y a un contre-courant qui veut essayer de dénier ces performances, ces aptitudes cognitives aux animaux. Et il y a une résistance qui est assez forte. Et voilà, la mentophobie, c'est ça. C'est nier quelque part la conscience aux animaux, la conscience animale. Il y a eu une importante conférence en 2012 sur la conscience des animaux, avec la plupart des professeurs qui sont en pointe sur la question des recherches sur le cerveau. Et il y a eu une déclaration qu'on appelle la déclaration de Cambridge, qui est une déclaration très importante, qui reconnaît que les mammifères, les oiseaux, un certain nombre d'animaux aquatiques ont le substrat neurobiologique au niveau évolution dans le cerveau pour ressentir la conscience. Mais on peut comprendre ces résistances quand on voit, par exemple, ce genre de vidéo, je pense que vous connaissez. Donc un Ayumu, un chimpanzé à l'université de Kyoto, alors l'exercice là, c'est de voir les chiffres et de les classer. Il y a 9 chiffres qui s'affichent très rapidement sur l'écran et il faut les remettre dans l'ordre. Personne n'est capable aujourd'hui de battre ce chimpanzé. Donc c'est la mémoire instantanée qui est assez folle. Donc on voit que les capacités de certains animaux peuvent être un peu déstabilisantes. Surtout quand on est sur des concepts, sur des chiffres, et on est sur quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, la question des animaux. Aujourd'hui, il y a peut-être la question de l'intelligence artificielle qui va poser ce même genre de cas de conscience d'ailleurs. Ici, il n'y a pas que des primates et des chimpanzés. On sait que les primates et les chimpanzés ont des capacités extraordinaires. Mais par exemple, une corneille, les corneilles, on a vu qu'elles étaient capables notamment de fabriquer des outils. Ça peut être assez primaire, mais en tout cas, le concept est là. Donc vous voyez, il faut que cette corneille aille chercher, je crois que c'est un verre de farine au fond de cette éprouvette. Elle a une petite tige, ça va être une petite tige assez rigide, métallique. Donc là, ça ne marche pas pour aller chercher le verre de farine. Et la corneille va tordre le petit fil pour aller chercher ce qu'il y a au fond du tube à essai. Alors en plus, ces expérimentations, j'imagine que dans son espace naturel, il pourrait faire des choses encore plus dingues, mais là, dans les labos, on essaye de faire des choses qu'on comprend en nous. Donc on pose des questions à laquelle on demande aux animaux de répondre, mais ce n'est pas toujours des questions très, très pertinentes pour les animaux dans l'environnement dans lequel ils vivent habituellement. Mais bon, en tout cas, la question de l'éthologie cognitive nous apprend beaucoup de choses aujourd'hui sur les capacités mentales des animaux. Et il y a un enjeu qui est absolument colossal aujourd'hui. Si on se rend compte que les animaux ont des émotions, ont une conscience, et sont capables de plein de choses, ça nous pose la question de la consommation des animaux. Parce qu'aujourd'hui, on a 60 milliards d'animaux et plus de 1000 milliards de poissons, d'animaux terrestres, qui sont tués chaque année pour notre consommation alimentaire. En France, on est à 1,1 milliard, plus 50 milliards de poissons. C'est une évaluation pour les poissons. Il faut savoir que depuis l'histoire de l'humanité, on a à peu près 120 milliards d'êtres humains qui sont passés sur cette planète. Donc vous vous rendez compte des chiffres ici. C'est-à-dire que si on regarde même sur une seule année, on a déjà 10 fois plus d'animaux qui ont été soit emmenés dans des abattoirs, soit tués sur des bateaux de pêche pour notre consommation alimentaire. Et si on considère que les animaux en fait, sont dignes de notre compassion, on est peut-être face à un des plus grands massacres que l'humanité n'ait jamais organisé et planifié. À un moment donné, l'humanité, on n'a pas toujours considéré que l'humanité était un tout. Et il y a l'Occident n'a pas toujours imaginé la controverse de Valladolid et tout ça, savoir si les Indiens avaient une âme, s'ils étaient dignes de pouvoir entrer dans cette sphère d'égalité morale. Si un jour on se rend compte qu'on a fait une énorme erreur sur la question des animaux, et c'est ce que je pense aujourd'hui, alors on est devant un enjeu qui est absolument colossal, parce qu'il n'y a pas que le nombre d'individus, il y a aussi les conditions d'élevage, de transport et d'abattoir. Et au bout du compte, on s'aperçoit que nous mangeons des animaux qui sont sociaux, intelligents, doués d'empathie. Bien sûr, il faudrait préciser tous ces termes-là. C'est une petite vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, Internet fourmille de petites vidéos comme ça. C'est une vache dans un élevage laitier.
Alors il faut observer cette vache ici, qui est capable de se libérer des cornadis. Pour virer ses petites copines. Alors, ce n'est pas forcément de l'apathie, vous allez voir. C'est pour choper le seau avec la farine. Donc, je pense en termes d'éthologie cognitive, tout ce que demande cette activité, cette action-là, c'est quelque chose de fou, quoi. C'est carrément fou. Je pense qu'il y a des êtres, des enfants, qui n'ont pas ces capacités avant un certain âge, 3, 4 ans, 5 ans. Voilà, il y a des capacités que les animaux... comme ça. Ici, on a, j'ai pris 2 exemples sur des animaux d'élevage, du coup, parce qu'on connaît bien les primates, les corneilles, les poulpes, tout ça. Mais là, on a une poule pondeuse. Alors, les poules pondeuses sont très, très motivées pour aller pondre dans des nids, pour s'isoler. C'est quelque chose qui est très, très fort. Et du coup, ça permet de faire des petites expérimentations comme ça, qui ne sont pas très photos en entier d'une poule pondeuse. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Les cochons. Alors, les cochons, on connaît mieux l'intelligence des cochons. Je pense que c'est quelque chose qui commence à passer. Ça, c'est assez connu aussi. C'est un cochon qui doit déplacer un petit point sur un écran avec un joystick. Alors, le joystick, vous voyez, c'est un truc d'humain, ça. C'est pas du tout adapté pour les cochons. Mais avec son groin, il arrive quand même à faire le lien entre le mouvement du joystick et le déplacement d'un point sur un écran. Et le but, c'est de déplacer le petit point sur la zone bleue. C'est pas énorme hein, comme performance, mais voilà, si, quand même, quand on y réfléchit, c'est déjà pas mal. Les chiens n'y arrivent pas, en fait, à faire cette chose-là. Conclusion, on peut manger du chien. Non. Et on peut réduire la surface, en fait, la surface ou déplacer le petit joystick, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est une démarche un peu au hasard, mais non, c'est un protocole scientifique qui a été validé. Oui, le cochon fait bien le lien entre le déplacement du joystick et le déplacement des petites pointes. Les cochons sont capables aussi, là c'était un film sur Arte, c'est Que ressentent les animaux, est capable d'identifier les émotions des humains, savoir si la personne est contente ou pas, avec un sourire ou pas. Donc on lui donne une friandise quand elle va taper sur l'écran, le visage qui sourit. Et en plus, le visage est caché à moitié. Donc voilà, rien que sur le regard des yeux, on peut voir. Voilà. Et nous mangeons donc des animaux sentients. Ce mot sentient, ça veut dire justement, au-delà de la question de la souffrance, c'est la question de la souffrance psychologique. Donc c'est un mot qui est un peu plus que le mot sensible. C'est un mot, un anglicisme, je pense. Et nous mangeons aussi des animaux malheureux. Si on regarde la situation en France aujourd'hui, quelques exemples. On a sur l'élevage intensif, on pourrait donner la définition de ce que c'est que l'élevage intensif, mais pour les poulets de chair, c'est des élevages où les animaux n'ont pas accès à l'extérieur, sont entassés dans des bâtiments, donc ça c'est 82%. Les poules pondeuses, c'est dans des cages, une feuille A4 pendant 1 an. C'est 7 poules sur 10. Les cochons, c'est 95% qui sont sur béton, sans accès à l'extérieur, sans enrichissement à peu près. Les lapins, c'est 99%. Et on pourrait continuer. Et les animaux, bien sûr, c'est pas la partie la plus drôle de la présentation, sont entassés dans les élevages. Ça, c'est une enquête qu'on a révélée il y a quelques semaines sur un élevage de poulets de chair. Donc vous avez les poulets de chair, les poules pondeuses, c'est 2 souches totalement différentes. C'est un élevage du groupe Doux, donc ça c'est Père Dodu. 35 000 poulets qui sont entassés dans un élevage à 29 par mètre carré. On les entrave dans leur comportement, donc ça c'est assez connu, mais c'est pendant la moitié de leur temps. Les truies dans les élevages sont dans des cages comme ça, dans lesquelles ils ne peuvent pas se retourner, faire un pas en avant, un pas en arrière. C'est à peu près la moitié de leur temps. Il y a une petite partie où elles sont en groupe parce qu'il y a des petites évolutions réglementaires, mais c'est quand même beaucoup de leur temps dans ces cages-là, avec des stéréotypies, des comportements qui sont des réactions en fait, liées à la privation de mouvement. Les animaux sont inséminés, synchronisés. On a quasiment, voilà, ça par exemple, je sais pas si on voit bien, c'est une canne dans un élevage de foie gras. Donc même les cannes, en fait, il n'y a pas de relation sociale entre les animaux. Tout est calculé. Les souches qui sont utilisées pour ici, parce que pour le foie gras, c'est un croisement entre une canne commune et un canard de Barbarie.
voilà, pour avoir des canards mulards, qui sont des hybrides qu'on utilise et qui ont une capacité à développer une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique pour faire du foie gras. Et voilà, ça c'est l'insémination, mais l'insémination c'est dans les élevages de cochons, pour les vaches, pour à peu près tous les animaux aujourd'hui. Ils sont sélectionnés génétiquement, donc on revient sur nos poulets, mais ça aussi c'est sur toutes les espèces animales. Donc là c'est des poulets d'élevage, on revient sur nos élevages doux, là c'est au bout d'un mois. On a suivi semaine après semaine, en fait, on a filmé les animaux depuis poussin jusqu'à l'âge de départ à l'abattoir. En 1950, il fallait 4 fois plus de temps pour qu'ils atteignent ce poids-là, ce poids. Et donc, ça a beaucoup de conséquences sur leur l'ossature, les accidents cardiaques, etc. Donc aujourd'hui, les élevages de poulets, c'est 80%, un peu plus de 80% des élevages qui sont comme ça. On fait beaucoup de sexage aussi. Si on a besoin d'avoir du sexage, on a du sexage. Par exemple, pour les poules pondeuses, ben, les mâles ne pondent pas des œufs et les mâles des poules pondeuses ne sont pas très performants pour faire de la viande. Donc, on va les broyer ou les gazer. Ça, c'est une image prise à la sortie d'un couvoir. Et c'est aussi le cas pour le foie gras, puisqu'on là, on gaffe que les canards mâles. On a décidé que les canards femelles n'avaient pas un foie d'assez bonne qualité, et etc. Les animaux sont séparés. Alors ça concerne par exemple, sont séparés quand ils partent à l'abattoir, sont séparés à bien d'autres moments. Sur l'élevage laitier, bien sûr, vous connaissez ça, mais pour produire du lait, les vaches ne produisent pas du lait comme des robinets. Il faut qu'il y ait une lactation, c'est des mammifères. Donc il faut faire naître des veaux pour maintenir une lactation. Et le lait n'est pas donné aux veaux. Donc là, c'est un petit extrait d'un documentaire auquel on avait participé, Adieu vos vaches, cochons couvés, de Béatrice Limard. Et donc ça, c'est la séparation d'un veau et de sa mère. Je vous ai mis ce petit extrait parce que je trouvais qu'il était très fort. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent, dont on parle, mais qu'on ne voit pas souvent. Et je trouve qu'elle a réussi à saisir, la Béatrice Limard, un moment qui est très très fort. On se demande un peu comment l'éleveur a permis que ce soit filmé. Et les éleveurs sont assez honnêtes là-dessus sur cette question, que quand il y a une séparation avec le veau, c'est pendant plusieurs jours qu'il y a la vache et son veau meugle, chacun dans son coin, mais séparés. Alors c'est un élevage tout à fait extensif, hein. Il n'y a pas de... Mais la réalité de la consommation de produits laitiers implique qu'on ait cette séparation-là. Les femelles vont servir éventuellement à renouveler le cheptel de vaches laitières, et les mâles vont être engraissés et envoyés à l'abattoir généralement. C'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné, de temps en temps, quand il y a une surproduction de produits laitiers, on ne sait pas quoi faire des veaux mâles. Et à un moment donné, la Commission européenne a mis en place une prime Hérode. La prime Hérode, c'est-à-dire qu'on donnait une prime pour que les veaux soient envoyés à l'abattoir sans avoir été engraissés, pour éviter d'avoir un marché qui soit saturé en viande de veau. Je vais peut-être passer. Et puis il y a aussi beaucoup de mutilations, parce qu'on veut enfermer les animaux dans des espaces qui sont réduits. Donc les mutilations, c'est cause commune sur les cochons, évidemment, sur la castration, ça on connaît bien, la coupe des queues, le rognage des dents. Mais d'autres choses qui sont beaucoup moins connues. Là, on est dans un couvoir. Et dans les élevages de canards, on a tendance aussi à dégriffer les canards et à couper une partie du bec, le diamant qu'on appelle, qui est à la pointe du bec, pour éviter les agressivités entre les animaux, du coup des blessures, du coup des performances zootechniques un peu moins bonnes. On fait aussi ça sur les poules pondeuses et tout ça. Et là, c'est une espèce de carrousel où on avait un militant qui s'était fait embaucher en fait, pour témoigner de ce qui se passait. Et donc on accroche les petits canetons comme ça autour du carrousel et il y a une espèce de flamme. Aujourd'hui, quelque chose qui s'embrase au milieu et qui va venir brûler le bec des canetons. Alors peut-être qu'à un certain niveau, l'enfer sur Terre pour les animaux, moi ça me parle quand je vois ce genre d'image. Évidemment, les morts en élevage, c'est énorme. Là, c'est un élevage de cailles aussi. Je vous ai mis un autre exemple parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît bien. Mais les cailles, pour les œufs de cailles, c'est comme les poules pondeuses en batterie. C'est un élevage qui ressemble. Et sur les cochons, on a 25% de mortalité dans les élevages avant l'âge de l'abattoir. Pour les lapins, on a aussi 25%. C'est énorme. Les animaux sont transportés ensuite dans des bétaillères. Ici, vous avez des chevreaux. Là, c'est juste une cage d'un chevreau. Pour la production de lait, nos fromages de chèvre, il faut aussi faire naître des chevreaux. Donc là, c'est un transport d'un chevreau vers l'abattoir. Et tué à la chaîne sans étourdissement. À l'abattoir d'Alès, on a diffusé beaucoup de vidéos d'abattoir l'année dernière. Peut-être vous en avez vu quelques-unes.
On n'a pas travaillé beaucoup sur la question des poissons, mais c'est un chantier gigantesque, mais je voulais quand même les mentionner. Parce qu'on est en train aussi de réaliser que les poissons ont des capacités, les poissons, c'est encore un gros sac, mais il faut aller voir précisément, espèce par espèce, individu par individu, mais sont aussi capables de choses dont on n'imaginait pas jusqu'ici. Et si on revient sur la définition de la compassion, donc il y avait cette question donc en percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Je pense que ça, on est à peu près, pas forcément tous à égalité, mais il y a quand même une grosse majorité des gens, je pense, qui sont d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter les animaux et les tuer sans nécessité. Il y a aussi ce terme que j'ai découvert, mais pousser à y remédier. Et je trouve ça assez intéressant, parce que la question, c'est est-ce que c'est un mal nécessaire? On est obligé de manger. Est-ce qu'on peut se passer des produits animaux? Je pense que vous connaissez ma réponse. Ce n'est pas une réponse si évidente que ça en France, parce que le monde médical n'est pas forcément formé. On a une culture autour des produits animaux qui est très très forte. On a une habitude, c'est-à-dire quand on est bébé, à partir de 8-9 mois, on introduit de la viande dans notre alimentation. Les petits pots de bébé, par exemple, si vous avez quelque chose qui contient de la dinde, c'est des petites dindes qui dansent la farandole autour de l'étiquette des petits pots de bébé, mais du coup on est noyé là-dedans. Et si on n'arrive pas à faire ce pas de côté, on ne voit plus, c'est normal, c'est une situation qui paraît évidente et normale. Mais la question du mal nécessaire est intéressante aussi, parce que si on ne pouvait pas se nourrir sans produits animaux, alors on pourrait essayer d'améliorer les conditions d'élevage au maximum. Hélas, faire de la recherche pour éventuellement trouver des solutions nutritionnelles. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un mal nécessaire? Non, pas vraiment. En tout cas, c'est ce que plein de guides nutritionnels officiels dans d'autres pays, je ne vais pas vous les lire, mais on disent. Ce n'est pas des associations militantes. Et il y a notamment l'ADA, qui est une association qui rassemble 72 000 membres de professionnels sur la nutrition, qui rend des avis sur différents types de régimes, on va dire, et ça peut être des régimes de toutes sortes, et qui dit qu'un régime végétarien strict, végétalien, 100% végétalien, est adapté à tous les âges de la vie, l'adolescence, la croissance, etc. Donc voilà le message. Au-delà des images d'enquête, pour laquelle l'association est plus connue, je pense, on essaye de développer, on n'est pas qu'une association qui râle, qui dénonce, c'est l'information et la sensibilisation, mais c'est aussi, on a développé un site qui s'appelle Vegan Pratique, où on essaye justement, pour les gens qui veulent mettre plus de végétal dans leur alimentation, quelques conseils nutritionnels, parce que voilà, on n'a pas forcément l'habitude, il y a la délicate question de la vitamine B12, mais on pourra revenir après ça. Et donc, si on revient sur le petit déclic, un jour, on fait le lien, on a une perception d'un problème éthique, on détermine une responsabilité collective. Il ne s'agit pas de dire de culpabiliser ou de... Évidemment, on a une histoire qui fait qu'aujourd'hui, en France, on est un des pays au monde où on consomme le plus de produits animaux. C'est au même niveau que les États-Unis, c'est juste gigantesque. Les États-Unis en consomment 2 fois moins, et si on parle de l'Inde, c'est carrément beaucoup moins. Et ça implique une réflexion sur un changement de culture, c'est un débat de société qui doit se faire ensemble. Et parce qu'il y a la question de la responsabilité individuelle, mais c'est une question politique, plus large, d'organisation, de quelles sont les relations qu'on a envie d'établir avec les autres animaux. Il y a un bouquin qui s'appelle Zoopolis, de 2 philosophes, Donaldson et Kim Lika, sur cette question du monde, d'imaginer quelles peuvent être les relations futures qu'on peut développer avec les autres animaux, d'un point de vue très concret. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a les animaux sauvages, il y a les animaux d'élevage, il y a les animaux commensaux qu'on appelle, les animaux avec qui on vit. Ici, il y a plein d'animaux à Paris, entre les rats, les oiseaux, les pigeons, etc. Comment on organise toutes ces relations. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est des chantiers du futur. Et puis, une petite pub en passant. Sur notre site Vegan Pratique, on a mis en place un Veggie Challenge, c'est-à-dire qu'on s'inscrit et pendant 21 jours, on reçoit une lettre avec des conseils nutritionnels, des idées de menus, des infos éthologiques, nutritionnelles. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous y inscrire. Et voilà, une invitation à croquer la vie, pas les animaux. Voilà. Merci beaucoup.